OK, pour moi, c'est bon, je crois. On est sur Ouais, pas de nous sommes connectés. Bonjour à tous. bonjour. Bonjour. Donc vous nous voyez, Mathis, Quentin et moi-même Nelly. On on vous accueille, là au fur et à mesure, sur ce webinaire. Donc on va patienter quelques instants et démarrer assez rapidement malgré tout. Le programme de ce temps de midi est bien dense. Super. Bah, écoutez, je vous propose qu'on puisse démarrer. Donc on est heureux de lancer, ce mois-ci la collaboration entre l'Académie des biosourcés et Matériaux.archi. L'Académie des biosourcés, donc Mathis et Quentin, Mathis architecte, Quentin architecte ingénieur, spécialiste, tous 2 du biosourcé, de la construction biosourcée, de matériaux qu'ils ont manipulés depuis toujours dans leurs projets. Et moi-même, Nelly Plantier, architecte également pour Matériaux.archi, une structure matériothèque digitale. Nous référençons des matériaux pour tout le clos couvert du bâtiment jusqu'aux finitions et mobilier dans des matériaux biosourcés, innovants, recyclés. Nous sommes donc une base de données pour du sourcing matériaux et une solution digitale pour gérer vos matériaux de projet. Super. Ainsi, nous sommes réunis pour vous proposer cet atelier de webinar. Donc, un cycle de webinaires en 4 sessions. On a beaucoup de choses à vous dire, donc on s'est dit qu'on allait découper cela en 4 rendez-vous. Donc, sur le temps du midi, votre pause déjeuner, avant, après ou pendant, comme cela l'organisation de chacun. Donc, un rendez-vous à 12h15 à chaque fois. Aujourd'hui, donc, on est sur la thématique de la maîtrise de la prescription en matériaux biosourcés, une approche généraliste pour déjà vous présenter ces ateliers qui démarrent tous ensemble. On espère vous retrouver avec une récurrence chaque mois. On va déjà rentrer dans les présentations de projets très concrètes dès aujourd'hui et puis lever des freins pour que tous ensemble, on aille vers de la prescription beaucoup plus importante à matériaux biosourcés. On enchaînera le 24 avril sur comment tuer le père, surtout comment changer les paradigmes dans l'architecture et pousser la construction vers une architecture écologique. Au mois de mai, on vous parlera du biosourcé dans la commande publique, lever les freins pour une prescription plus importante. Et au mois de juillet, on ira se confronter au sujet de la norme et des bureaux de contrôle. Donc, un programme très, très dense et riche. Donc aujourd'hui et à chaque fois, on est en rendez-vous ensemble pendant 1 heure, 45 minutes de présentation, 15 minutes d'échange de questions. Vous avez le chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. L'idée, c'est qu'en fin de présentation de Mathis et de Quentin, on puisse échanger et on continuera les échanges sur LinkedIn. Certainement, on ne pourra pas répondre à toutes vos interrogations, mais en tout cas, on pourra se retrouver par d'autres biais et surtout le mois suivant. Il y a également les replays pour éviter toute frustration. Voilà, si vous n'avez pas pu tout suivre, donc on pourra quand même réécouter ce qu'on se dit aujourd'hui. Pour démarrer, on souhaiterait vous poser une première question. Quel est votre niveau de prescription en matériaux biosourcés? Donc on va vous faire travailler. Il y a une petite enquête qui s'affiche de votre côté. Vous avez la possibilité donc de répondre sur le chat, là, en direct, pour évaluer votre niveau de connaissance de prescription dans matériaux biosourcés. Ça permet de mieux se connaître et de lancer la discussion. Trop cool. On va laisser tourner un petit peu le temps de voir un peu à quel public on s'adresse. Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux. J'ai l'impression qu'on va bientôt atteindre le nombre maximum de participants. Donc, Ouais, on est très heureux de ce nombre de connectés. Alors, il y a moyen et expert, pour pas spoiler la fin, qui ressortent pas mal. ouais. Proche de 0. On a 60% de réponses, on attend encore un peu. En gros, l'idée, c'est de pouvoir évaluer rapidement votre degré de connaissance en matériaux biosourcés pour pouvoir adapter au fur et à mesure la teneur de ces ateliers de biosourcés. Là, c'est un premier atelier assez généraliste, mais on a voulu aussi répondre à des questions assez précises qu'on va vous présenter à la fin.
Et puis, on souhaite pouvoir répondre le plus précisément possible aux freins, aux contraintes que vous avez quand vous voulez prescrire des matériaux biosourcés. Donc, pour nous, ça nous permet d'ajuster le contenu et d'y répondre au fur et à mesure, et aussi d'inviter des personnes, parce que les prochains ateliers seront l'occasion d'inviter des prescripteurs et de comprendre un peu leur démarche, leur pratique au quotidien, pour pouvoir tous ensemble monter en compétence sur ces sujets-là qui nous animent, sur lesquels on se bat au quotidien et on aimerait pouvoir avoir plus de force. Très bien, bah, écoutez, on a une bonne, un bon pourcentage de réponses avec une moyenne sur, moyen, doué, ouais, expert. Oui, Donc, quelques experts, pas mal d'experts quand même. On a 75% de réponses. Est-ce que Nelly, il faut attendre la fin? Oui, on attend, hein, bien sûr, d'être à 100%. Non, je vous propose, il y a des personnes qui ont répondu dans le chat, donc je vous propose de démarrer. Voilà, ça permet de faire une petite introduction et vous allez pouvoir y aller. Et on partage les résultats. Merci d'avoir participé. On continue. Merci beaucoup. C'est vrai que ça nous aide, et puis merci Nelly d'avoir pu organiser ça. Ça nous aide, Mathis et moi, un peu à savoir qui on a en face de nous, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler à 440 personnes de maintenant, et avec, alors désolé d'avance, même s'ils sont pas là, pour ceux qui n'auront que le replay, parce que peut-être qu'on va dépasser les 500. Il y avait beaucoup d'inscrits. Ça nous a mis un peu la pression avec Mathis, mais c'est très bien, sur l'événement créé là sur LinkedIn. Donc pour commencer, pour introduire le propos, en fait, on s'est dit avec Mathis qu'on n'allait pas faire une introduction en parlant de nos CV tout de suite, mais qu'on allait plutôt parler du propos en fait en repartant de la base, c'est-à-dire de la ressource, du matériau. En fait, c'est quelque chose au travers de ces ateliers qui nous tient assez à cœur à Mathis, c'est de repartir vraiment de la genèse de ce qui nous a nourris dans notre conception. C'est pour ça qu'on est dans notre approche du métier d'architecte. C'est pour ça qu'on a mis ces deux images de deux projets un peu emblématiques qui vont un peu aiguiller cette présentation et ce premier atelier avec vous. Donc, projet qu'on va présenter là, juste après. Mais concrètement, pourquoi la ressource? Moi, je me souviens quand j'étais, puis ça va sans doute parler à beaucoup d'entre vous, quand j'étais étudiant en école d'archi, il y a un truc qui m'a marqué, c'était un enseignement de l'architecte, la Louis Sullivan, form follows function. C'est là que la forme doit suivre la fonction. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours essayé de faire en sorte de partir d'un cahier des charges. Et je pense que vous le faites tous. On part d'un cahier des charges et de là, on développe une forme architecturale qui va permettre de répondre à ce cahier des charges. Et en fait, dans la pratique, dans ces 10 ans de pratique passée là, avec Mathis, en fait, je me suis rendu compte que ce form follows function, il n'est pas suffisant et qu'en fait, il y a un autre point qui est hyper essentiel quand on construit un matériau biosourcé, que ce soit en paille, en chanvre, avec une structure bois, du lin, de la ouate, ce qu'on veut. En fait, on ne construit pas de la même façon. La manière dont on utilise la ressource, dont on la met en œuvre, et à la fin, l'architecture qui en sort, en fait, elle n'est pas du tout standardisée. Elle n'est pas la même pour la paille, le chanvre et les autres biosourcés. Et donc, on a un peu un nouveau, on introduit cet atelier-là avec un nouveau prisme qu'on souhaitait partager avec vous, qui serait, c'est plus seulement la fonction, la forme qui suit la fonction, mais c'est aussi en fait la ressource qui fait l'architecture. En fait, de l'architecture, toutes les architectures sont issues d'une ressource, qu'elle soit chanvre, paille ou autre. Donc voilà comment on voulait introduire ce premier atelier. Et puis pour la déclinaison, je laisse Mathis, je te laisse prendre la suite. Ok. Merci Quentin. Tout à fait. Là, sous les yeux, vous avez deux matériaux prédominants, le chanvre et le bois, qui sont dans deux projets sur lesquels va graviter cette présentation, avec des approches très différentes, avec un décharge aussi très différent, mais qui amène une architecture que vous avez sous les yeux. D'un côté, c'est un bâtiment neuf, un bâtiment de logement collectif en R+6 à Nantes. Et de l'autre côté, vous avez une rénovation d'une petite maison en Normandie, qui ont tous les deux le cahier des charges de comment on arrive à prescrire des matériaux comme du chanvre, du bois et autres biosourcés dans un projet. C'est là qu'on se rend compte que les biosourcés, c'est un vecteur pour arriver sur une architecture et que c'est grâce à la prescription, à nous, la façon dont on va amener ce matériau dans le projet, qu'on va rendre possible cette architecture. Et pour nous, c'est très important que cette architecture puisse exprimer la question des biosourcés en amont et de changer un peu le paradigme du mouvement moderne et post-moderne. Aujourd'hui, on est convaincu que c'est le gisement, la ressource première. On est dans une planète avec des ressources finies. Il faut vraiment être très vigilant sur la façon dont on va prescrire et mettre en place ces architectures. Donc, par rapport à ça, on va préciser un tout petit peu la teneur de ces projets, qui seront un petit peu le fil conducteur de cette présentation. Et on va essayer de comprendre ces vecteurs-là. Et donc là, sur ce premier projet, donc là, on est plutôt sur un ouvrage neuf, mais qui est assez
emblématique, qui est en train de se terminer là au moment où on se parle, et qui est assez emblématique en ce moment en France. Et puis pour moi aussi, à titre personnel, c'est un peu l'aboutissement de, on va dire, des 10 années. Je suis encore, on va dire, jeune, même s'il y a déjà 10 ans qui sont passés depuis la sortie de l'école. Mais on va dire ces 10 ans à expérimenter à l'agence d'architecture Cannes et de faire plein de projets et de construire ces projets autour des biosourcés. En fait, ce projet-là, c'est un peu l'aboutissement. C'est un R+6 en 3e famille de logement. C'est le premier bâtiment avec des façades préfabriquées en ossature bois qui intègre du chanvre, le tout greffé sur une structure primaire en bois. Donc, le curseur poussé par, notamment qui a pu être fait par la maîtrise d'ouvrage sur ce projet-là, en fait, fait que voilà, c'est un peu un projet exemplaire qui touche à son terme et c'est quelque chose dont je suis assez fier, sur lequel en fait on voulait partir. Et le point de détail par rapport à ce qu'on a dit avant sur ce projet-là, c'est que il y a du chanvre dedans, et c'est cette filière-là, ce chanvre, ce matériau en fait qui a guidé littéralement l'architecture, la modélisature de la façade, la manière dont ont été pensées la gestion des linteaux, la gestion des déflecteurs, la gestion des trumeaux, l'enduit extérieur, etc. Donc c'est vraiment pour faire écho à ce qu'on a dit en introduction. On a vraiment d'une ressource, on a une architecture qui s'en découle. Et clairement, pour mettre les pieds dans le plat, ce projet-là, on aurait pu le faire aussi tout en béton armé avec une ITE ou une ITI en laine de roche. On aurait pu faire un truc qui ressemblerait à ça, mais ça aurait été un pastiche. Mais ça aurait été possible, comme on aurait pu le faire d'une autre façon, parce que en fait, en conventionnel, on ne retrouve pas cette essence qu'on peut avoir dans le biosourcé. Et la préfabrication sur ce projet-là, Mathis parlera lui d'une autre manière de la mise en œuvre, mais ça a été aussi un vecteur pour que ce projet puisse se faire. Et c'est là où il y a énormément de choses à inventer, en tout cas dans cette filière, mais aussi dans les autres filières des biosourcés. Et ça a permis notamment de monter aussi haut. Il y a un aspect, on va dire négatif, mais qu'on va transformer pour qu'il soit constructif, c'est la reproductibilité. Aujourd'hui, sortir un projet comme ça, en tout cas hier, c'était un sacré challenge. C'était vraiment un peu le parcours du combattant. Il y a de la boîte de cellulose, il y a des planchers bois, il y a du béton de chanvre, il y a de la préfabrication. Bref, il y a tout un tas de choses extrêmement intéressantes avec les bons matériaux aux bons endroits. Maintenant, comment on fait pour que n'importe quelle équipe de maîtrise d'œuvre puisse aller aussi loin et puisse faire la même chose? Et donc, c'est un peu l'objectif des ateliers qu'on voulait proposer et de pourquoi on est là et pourquoi vous êtes là avec nous aujourd'hui. C'est comment on arrive à faire en sorte que ce modèle-là puisse se reproduire sans que ce soit le parcours du combattant à chaque fois. Et effectivement, ce parcours du combattant, dans une autre mesure, je l'ai aussi éprouvé avec le projet du Costil en Normandie, où pour le coup, c'est le cadre d'un projet en technique non courante, avec des ressources purement locales. L'idée de la maîtrise d'ouvrage, c'était de travailler avec des ressources qui viennent d'un périmètre de 100 km. Quand on fait ce choix-là, on décide de sortir du cadre normatif et assurantiel tel qu'on le connaît. On décide de travailler qu'avec des ressources renouvelables et locales, ce qui permet de faire un réel pas de côté sur la prescription classique telle qu'on entend dans le métier d'architecte, mais ce qui nous redonne un peu un pouvoir décisionnaire sur les matériaux et les techniques qu'on va employer. Donc, par rapport à ça, pour nous, il était très important de pouvoir prescrire des biosourcés des fondations jusqu'à la couverture. Là, on voit d'ailleurs une fondation en pieux de bois. Et l'idée, c'était d'explorer, dans un cadre de chantier assez atypique, des techniques constructives, beaucoup héritées du bâti ancien, et de les remettre au goût du jour. Donc, on parle de fondation en pieux de bois, on parle d'une ossature en bois Douglas, on parle aussi d'une isolation en terre-chanvre, avec un plancher quenouille et aussi un bardage ganivelle de châtaignier. Tout ça, c'est des techniques qu'on a mis en œuvre avec les entreprises, avec les maîtrises d'ouvrage, aussi à l'occasion de chantier école. C'était un chantier pédagogique et assez inclusif. Pour nous, c'est très important de pouvoir que le temps du chantier ne soit pas que des nuisances, mais que ce soit aussi des temps de partage et d'apprentissage collectif. Et ce projet a été l'occasion de publications et d'expositions qui permettent de vouloir assurer une forme de reproductibilité. Sauf que dans la réalité, c'est des projets aujourd'hui qui sont trop sous forme de niche, qui sont trop particuliers pour pouvoir être réplicables. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire de notre point de vue pour pouvoir amener ces projets, les faire infuser et que chacun puisse s'en saisir pour pouvoir prescrire de façon plus cohérente en 2025 avec toutes les problématiques qu'on connaît. Donc, ça nous arrive aujourd'hui à vouloir se poser cette question de comment on transmet, comment on partage et comment on identifie tous ensemble les freins, les contraintes avant de prescrire. On se rend compte qu'on part beaucoup avec des idées de départ sur les biosourcés, mais qu'au final, lors des chantiers, on remet en cause notre envie de biosourcer et on arrive dans des choses plus conventionnelles et des ressources plus minérales. Donc, pour nous, l'objectif, ça va être de réfléchir ensemble à travers ces ateliers de cette question de la transmission et du partage de ces connaissances pour que les uns les autres puissent monter en compétences. Donc, par rapport à ça, je vais, Quentin, te laisser te présenter. Ouais.
présenter ce que tu as amené sur les compétences. On revient du coup un petit peu en arrière après cette introduction pour qu'on puisse un peu se présenter, Mathis et moi aussi, parce que je vois dans le chat, là, il y a des noms que je connais, mais je vois pas les noms des 491 participants, noms et prénoms. Donc, du coup, je suis pas sûr que tout le monde nous connaisse. Donc, moi, je suis issu d'un cursus, on va dire, assez tradi maintenant, école d'ingénieur et école d'architecture, là, un double cursus, il y a maintenant 10 ans. J'ai directement fondé après l'école une agence d'architecture qui s'appelle Cagna, avec 2 associés, Margot et Baptiste. Et donc Baptiste, je ne dis pas Mathis, parce que parfois les deux, voilà, à l'oral, on peut confondre. Et donc on s'est lancé et on a eu la chance ces 10 dernières années en fait, de travailler que sur des projets qui intègrent du biosourcé. Littéralement, chanvre, paille, watt, carton, textile, paille, torchis de différents matériaux, etc., etc. Et en fait, là où on s'est démarqué et pourquoi on a aimé faire ça et pourquoi on aime encore faire ça, c'est principalement parce que pour y arriver, alors je précise, les projets sur lesquels on travaille, c'est très peu de la maison individuelle, c'est surtout des projets type établissement à caractère du public, des équipements ou du tertiaire ou du logement. Et en fait, comment on fait pour intégrer du biosourcé dans ces bâtiments-là dans lesquels il y a une réglementation assez stricte, incendie, acoustique, etc., et pas mal de normes à respecter. En fait, il faut arriver à jouer avec ces normes, il faut arriver à jouer avec cette réglementation. Et c'est un peu comme ça, avec ce jeu de ping-pong avec la réglementation, qu'on a réussi à sortir des bâtiments comme celui que vous avez vu en introduction, en équipe, pas tout seul, bien sûr, avec bureau de contrôle, assureur, etc. Mais c'est un peu le fer de lance et notre leitmotiv, notre moteur pour y arriver. Et à côté de ça, de ces expériences de prescription, moi, j'ai toujours eu un pied aussi plutôt dans l'associatif. Là, on se rejoint avec Mathis, où j'ai pu participer à l'écriture d'une règle professionnelle. Donc, c'est un peu le DTU d'une filière d'un des principaux biosourcés en France. Voilà pour le parcours et la petite photo anecdote, un peu dans le chantier, mes temps perdus aussi. Là, c'est une projection de terre chanvre, voilà, parce qu'il faut se former aussi et puis il faut mettre la main à la pâte. Donc, et je recommande, c'était avec Arthur Landmédibus et superbe expérience avec un super matériau. Mathis. Merci Quentin. Et donc, de mon côté, architecte depuis bientôt 10 ans aussi, un peu en crise les premières années dans des grandes agences d'architecture, j'avais envie de pratiquer différemment mon métier d'architecte. Donc, j'ai rejoint une équipe d'entreprise générale en tant que conducteur de travaux à Pichebat Coopérative en 2018. J'ai eu l'occasion de pouvoir pratiquer du chantier pendant 18 mois. C'était assez intense, mais c'était passionnant pour découvrir la mise en œuvre, les techniques, être au plus proche des équipes sur chantier et me rendre compte de tous les manques de mon éducation d'architecte, entre guillemets, sur le rapport à la matière et aux ressources primaires. À la suite de ça, on a monté un atelier d'architecture, une coopérative à vocation de défendre l'idée de la construction écologique avec Emmanuel et Raphaël. Et on a documenté cette approche écologique de la construction avec 2 publications en 2020 et en 2023. Donc, pour moi, il y a vraiment un nouveau paradigme du métier d'architecte qui doit être beaucoup plus sur chantier, beaucoup plus en lien avec la matière première et vraiment défendre une approche non extractiviste de la construction. Pour moi, c'est un engagement politique très fort. C'est une façon de pouvoir exercer mon métier dans un respect de la planète et du vivant et de pouvoir garantir aux générations futures qu'on leur laissera les mêmes conditions d'habitabilité sur notre planète que celles qu'on a eues nous. Et donc, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. En parallèle de tout ça, c'est vrai que j'ai rencontré Quentin dans un cadre associatif, dans une association. Et c'était une façon aussi d'être formateur et de pouvoir être administrateur de cette association. Et j'ai toujours plaisir à être sur chantier, et notamment avec cette formation Terre Chanvre et de Arthur et Landmédibus. Donc ça, c'est nos parcours respectifs à tous les deux qui nous ont amenés aujourd'hui à être devant vous et à vous présenter un petit peu c'est quoi la suite. Je vois juste qu'il y a plein de questions dans le chat. On y répondra à la fin. Pour avoir les 45 minutes qui se tiennent un peu, on a essayé d'avoir un discours assez fluide. À la fin, il y aura une série d'allers-retours sur vos questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les poser et on prendra le temps d'y répondre après. Et tu n'as pas précisé aussi que avant de mettre des bottes de paille en œuvre avec Pichebat, tu dessinais des poignées de porte pour des aéroports à l'autre bout du monde. Et voilà, c'était important pour toi quand même de ce saut et ce pas de côté, enfin plutôt ce pas en avant de changement qu'on peut connaître parfois dans notre métier d'architecte sur des projets qu'on n'apprécie pas forcément. C'est clair. On peut passer, donc on avance. Donc du coup, voilà, après qu'on soit présenté, là maintenant on arrive sur comment on va travailler, comment on travaille ensemble avec Mathis, comment on s'est retrouvés et comment on souhaite travailler aussi avec vous qui êtes tous. Et je vois qu'on a atteint la jauge de 500 personnes, donc c'est très bien. Donc du coup, pourquoi on se rejoint aujourd'hui, c'est que le bilan, après 10 ans, moi je me rappelle les 10 ans en arrière, des étoiles dans les yeux, le biosourcé, il y avait plein de leviers, on disait que ça allait décoller, etc. Ce qui est le cas, hein, ça a décollé. Mais mine de rien, en fait,
sur chantier, en conception, selon les interlocuteurs, assurance, contrôleurs techniques, commission sécurité, etc., les freins sont un peu toujours les mêmes, les blocages psychologiques sont un peu les mêmes, les verrous techniques sont un peu les mêmes. En fait, ça a évolué, oui, les parts de marché ont augmenté, oui, sans doute, et il y a plus de biosourcés il y a de plus en plus de biosourcés à la place de matériaux conventionnels, mais néanmoins, ça reste encore insuffisant. Le constat qu'on fait, mais c'est pas le nôtre, il est issu de sources de la CIV, c'est que 90% de l'isolation en France, pour ne parler que de la France, hein, pas les chiffres mondiaux, mais je pense qu'on est pire, on est bien pire ailleurs, même dans les pays limitrophes, c'est que 90% des chantiers qui sont en France, en fait, ils sont littéralement isolés avec des ressources issues du non renouvelable, hein, donc pétrole, minéral, etc., etc. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, on a encore une marge de manœuvre et encore beaucoup de travail à faire, même si autour de nous, on entend beaucoup parler, même si nous, on est convaincus, et sans doute vous aussi, puisque vous êtes là, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et donc là, on arrive sur un autre petit sondage que Nelly va mettre en place, où on voulait vous poser la question, et je vois d'ailleurs cette question, elle est venue dans le chat plusieurs fois. D'après vous, c'est quoi vos principaux freins ou votre principal frein au fait que ça ne se développe pas les matériaux biosourcés? Est-ce que c'est plutôt des freins financiers? Et effectivement, la question du budget est une question assez saillante dans l'utilisation des matériaux biosourcés. Normatif, le cadre assurantiel, on en reparlera tout à l'heure et ça sera un peu un des points de cette présentation. De bien comprendre pour soit le contourner, soit jouer avec. L'investissement en temps passé. C'est vrai qu'on prescrit biosourcé, on change de casquette d'un point de vue archi, on n'est pas juste maître d'œuvre, on devient aussi vraiment prescripteur au quotidien sur le chantier. Donc, ça demande beaucoup de temps passé, ça demande d'être au plus proche des entreprises, au plus proche de la commanditaire pour que ça se passe dans les bonnes conditions. Ou alors, en point de vue technique, c'est vrai qu'il y a vraiment une problématique liée au biosourcé qui est importante et il faut pouvoir avoir une mise en œuvre très exigeante. Et donc, voilà, est-ce que ça serait plutôt… Et je vois qu'il y a un peu les quatre, enfin, plusieurs personnes répondent un peu de tout. Alors, je ne sais pas si le chat, enfin, si le sondage permet de répondre, de cocher tout. Nelly, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais en effet, c'est vrai que c'est aussi… moi, par exemple, à titre perso, on va dire que le normatif, c'est moins… c'est pas le sujet le plus important. Le financier, c'est clair que c'est un sujet. Et là, c'est plutôt convaincre. Comment convaincre, comme disait Mathis, et comme on va le voir après. L'investissement, c'est pas ce qui ressort le plus. Et pourtant, le côté investissement, ce qu'on veut dire par là, c'est le côté chronophage. C'est vrai que quand on mène un projet ultra conventionnel, où on sait que l'entreprise, type entreprise générale qui va répondre derrière, ça peut dérouler, on se pose pas trop de questions. L'investissement en conception, il peut être plus faible. En tout cas, il est à la hauteur de nos honoraires, on va dire, même si ça a tendance à diminuer, alors que quand on construit en biosourcé, surtout sur les premières fois, on va forcément y aller un peu plus avec des pincettes, un peu plus à tâtons. Donc ouais, l'investissement, c'est pas le sujet qui ressort le plus là chez vous. Non, mais il y avait une question sur la réglementation incendie dans les ERP, le bureau de contrôle. Ouais. Ça, rester à la fin, on va y répondre. Ça, il faut rester jusqu'à la fin. On va pas répondre à tous les sujets du règlement sécurité, mais on va montrer un exemple assez concret d'un projet d'un ERP assez conséquent, hein, pas un 5e catégorie, un 3e catégorie, sur lequel on vous verrez, on peut passer du biosourcé avec certains petits tips, on va dire, pour satisfaire au règlement sécurité. Nelly, juste, on est limité à 500 personnes, c'est ça? Parce qu'il y a des messages de gens qui n'arrivent pas à se connecter, c'est parce que c'est… Là, je pense que exactement, on a eu un franc succès. Donc, voilà, on fera débloquer les autres quotas pour le prochain, mais le replay, toujours, voilà, on communiquera sur ce replay qui est important. Ok, très bien. On continue sur votre présentation. Top. Donc, alors, ce qui ressortait le plus, si on revient à la présentation, ce qui est ressorti le plus fort, c'est donc le côté financier. Parce que j'ai vu, là, je l'ai plus sous les yeux, mais c'était le financier. Donc, alors, c'est pas le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, principalement. Ça sera plutôt à l'atelier numéro 3, pardon. Atelier numéro 3, dont on parlera plus en détail après. Mais, ok, et ben, écoutez, super intéressant. Bon, ça confirme, ça conforte en tout cas nos questions là-dessus. Donc, effectivement, nous, ces freins, on les a un peu listés. On s'est posé la question avec Quentin de où est-ce que ça bloque et comment pouvoir dépasser ces blocages. Donc, effectivement, l'assurabilité des chantiers, c'est une question de fond, c'est une question assez compliquée à s'en saisir. En tant qu'architecte, prescripteur, maître d'œuvre, on a beaucoup d'obligations de responsabilité. Donc ça, pour le coup, on va essayer de détailler un peu ces questions-là pour pouvoir rendre plus facile cette prescription. Le chiffrage, effectivement, ça, c'est une question qu'on réabordera dans les prochains ateliers. Le sourcing de ces matériaux, c'est vrai qu'une fois qu'on décide de travailler avec des matériaux locaux, des matériaux biosourcés, c'est des matériaux renouvelables, mais c'est aussi important d'avoir une approche
du territoire, et donc ça nécessite à chaque fois de refaire un peu un travail de sourcing de ces matériaux à plus proche du chantier. Vis-à-vis des maîtrises d'ouvrage, des commanditaires, grosse question, grosse problématique sur la confiance et sur l'accompagnement et entre guillemets réussir à convaincre les financeurs. Chronophage sur le temps passé, ça on l'a tous et toutes éprouvé sur nos chantiers en biosourcé, c'est 2 fois, 3 fois, 10 fois plus de temps passé parce que c'est des choses qu'on met en place et qui sont encore assez expérimentales. Le sujet a des questionnements et aussi des générateurs de conflits, ça peut être à certains moments du chantier, vecteur de problématiques humaines. Donc, par rapport à cette liste qu'on met en place, la question c'est vers où on va et quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter tous ensemble à cette problématique-là. C'est dans ce cadre-là qu'on a réfléchi à un principe d'une académie des biosourcés, qui serait donc un réseau d'entraide, un réseau de pairs, entre guillemets, pour qu'on puisse tous ensemble faire partager nos retours d'expérience. Et l'objectif principal, ça serait de proposer de monter le taux de 10% des biosources dans le bâtiment France. Tout à l'heure, on parlait de 90% des ressources minérales et fossiles extraites du sol pour construire et rénover. Demain, on va essayer de faire monter ces 10% restants pour pouvoir le développer et que ce soit quelque chose de beaucoup plus appréhendable pour tout le monde. Donc, cette académie, elle a un premier vecteur qui est un média. Le média, c'est l'atelier des biosourcés. C'est un atelier qui permet d'un atelier de partage et d'échange. Et l'idée, c'est au fur et à mesure, on va inviter des personnalités extérieures pour qu'ils nous présentent leur retour d'expérience et réussir à faire monter un petit la mayonnaise, entre guillemets, sur nos pratiques, sur nos techniques et sortir un petit peu du cas par cas et de massifier la construction en biosourcé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est le 27 mars. On introduit seulement Quentin et moi cet atelier des biosourcés, mais on aura l'occasion d'inviter des pairs, des confrères, des consoeurs, notamment pour le 24 avril, un atelier qu'on vous présentera un peu plus tard, le 22 mai, le 3 juillet, pour la première saison de l'atelier des biosourcés. Et à la rentrée 2025, on va partir de septembre, on réfléchit à une deuxième saison qui aura une autre thématique et qui sera plutôt sur les solutions constructives. Et je vois juste dans le chat, il y a une personne qui pose la question, donc 10% de quoi? Donc, quand on dit 10%, c'est des chiffres officiels, c'est pas les nôtres, c'est un ordre de grandeur qui a, grosso modo, 10% de biomasse végétale ou animale qui est utilisée dans l'isolation des bâtiments en France. Voilà. Et l'autre manière de le dire, c'est qu'il y a encore 90% de fossiles autour de nous. Hop. Et donc, la première action, on va dire, une des premières actions de cet atelier des biosourcés, et de ce pourquoi on est là tous ensemble, ça a été de rédiger là, avec Mathis, dans le cadre de l'Académie des biosourcés, un déroulé pédagogique en fait, qui suive grosso modo la loi MOP. Donc, c'est-à-dire que un petit peu en fait quelque chose en fait qui nous permette de répondre à toutes les questions et toutes les problématiques et les contraintes que Mathis a énoncées un peu plus haut. Donc, en gros, on s'est dit, phase par phase, en esquisse, en avant-projet, en dépôt de permis, jusqu'à la réception du projet, en fait, quels sont les écueils, quelles sont les contraintes auxquelles on a été, nous, confrontés, mais aussi d'autres professionnels, sur des projets pailles, des projets chambres, des projets terre crue, etc. Un exemple, en avant-projet, boum, je dois répondre en avant-projet, je dois répondre à un bureau de contrôle qui va me fournir un rapport initial de contrôle technique. Comment j'y réponds? Excusez-nous pour ce bruit parasite, c'est les aléas du direct. Ça va bientôt être coupé. Donc, comment je réponds en avant-projet à ces contraintes techniques? Boum, quelles sont… En fait, peu importe le biosourcé sur lequel on travaille, en fait, il y a beaucoup de questions en amont, en fait, qui sont un peu les mêmes, qui sont souvent liées à des verrous, soit techniques, soit psychologiques ou autres. Donc là, en 45 minutes, aujourd'hui, c'est clair qu'on ne va pas avoir le temps de balayer l'intégralité de tous les points là, qui sont affichés devant vous. Par contre, on s'est dit qu'on allait faire un focus sur 3 contraintes principales. Une première qui va concerner plutôt la place des biosourcés dans les normes et les réglementations. Une deuxième contrainte qui est un peu réponse à une problématique qui revient souvent et à laquelle nous, on est confrontés, c'est l'étanchéité à l'air dans le bâtiment et en particulier avec les biosourcés. Donc là, ce serait mettre un peu en exergue une manière de concevoir sans membrane. Et la troisième contrainte, qui va plutôt répondre à certaines questions là, du chat, matériaux biosourcés et ERP, comment respecter la réglementation. Et donc là, on aura un focus sur un cas concret de mise en œuvre de matériaux biosourcés dans un ERP 3e catégorie qui est en technique courante. Et là, Mathis, je te laisse la place pour la transition sur la partie normes et réglementation avec les biosourcés. Ok, super, merci Quentin, et désolé pour le coup de téléphone sur le fixe. Donc, ce premier point contrainte qu'on a repéré et qu'on va vous présenter, c'est sur la question normative et du cadre réglementaire des matériaux biosourcés.
C'est une question qui revient à chaque fois. À tout début de projet, on se demande dans quoi on s'insère et quel est le cadre qui va nous accompagner ou nous freiner dans la démarche de pression des biosourcés. Et donc, une des premières choses qui nous semble le plus importante, c'est le rappel de ce tableau. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais pour moi, il est indispensable, avant de se lancer dans un projet, de savoir dans quoi on se situe. Dans l'inconscient collectif, on est toujours rassuré quand il y a un DTU et on ne se rend pas compte forcément qu'il y a d'autres cadres qui accompagnent la technique courante. Ce cadre, il est validé par l'analyse de la C2P. La C2P, c'est la Commission Prévention Produits, qui est une organe de l'AQC. Et en gros, il distingue deux techniques de construction, une technique courante et une technique non courante. Et voilà. Donc aujourd'hui, les règles professionnelles sont autant assurables en technique courante que des DTU. Et pour ça, il faut vraiment lever un peu les différents freins auprès des bureaux de contrôle qui peuvent parfois être bloquants sur ces questions-là. Donc, on va essayer de vous montrer comment ça pourrait être l'occasion d'y répondre, notamment sur le projet Matara. Ouais, là on refocus, du coup, on revient en arrière sur l'immeuble à l'ER+6 dont on avait les photos juste avant. En fait, ce projet-là, par rapport au tableau qu'on a vu au-dessus, à l'époque, au moment du dépôt de permis de construire, il était en technique non courante. Et là, on s'est dit, après vous avoir montré le tableau du dessus, qui parle des deux techniques, qui est un peu, moi, Mathis disait que voilà, c'est un peu l'outil, enfin le PDF ou le document qui ferait tout ce que l'on est. Moi, clairement, j'appelle ça un peu le couteau suisse, le couteau suisse qu'on devrait tous avoir sur nous, parce qu'en fait, très souvent, sur le terrain, beaucoup de gens ont du mal à distinguer les différences entre techniques courantes et non courantes. Et donc, on peut être assurable et assuré en technique courante, mais en technique non courante aussi. C'est l'exemple de ce projet-là. On pourrait se dire, donc, comme il n'y a pas de référentiel à l'époque, quand on a lancé le projet qui encadrait la construction d'un R+6 en béton de chanvre, et bien donc du coup, c'est pas assurable. Donc, technique non courante, la maîtrise d'ouvrage va sans doute payer une surprime, l'artisan aussi, c'est des galères pour la dommage ouvrage, etc., etc. En fait, pas du tout. Il y a aussi un chemin, une voie parallèle qui permet d'accéder à l'assurabilité en étant en technique non courante. Et en l'occurrence, sur ce projet-là, c'est ce qu'on appelle un avis de chantier. Alors là, on ne va pas rentrer plus dans le détail, mais grosso modo, le sujet sur un immeuble en troisième famille, en logement collectif, c'est principalement la sécurité incendie, la non-propagation des flammes verticalement. Et donc là, on a fait appel sur ce projet-là à un laboratoire externe qui avait réalisé des essais-feux sur des façades qui intégraient du chanvre. Et en fait, on lui demande d'accompagner le projet. Donc, ce n'est pas un ATEX, c'est un avis de chantier. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger, vous pouvez me croire. Et cet avis de chantier, qui est peu onéreux à l'échelle d'un projet comme celui-ci, permet en fait de rendre favorable un avis qui aurait été défavorable dans un rapport de contrôle technique. Et ça, c'est hyper puissant et hyper intéressant parce que c'est un outil qui peut être utilisé à condition que tout le monde soit partant, le bureau de contrôle aussi, toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour mener à bien votre projet. Aujourd'hui, parenthèse sur ce projet-là, on le ferait, ou vous le faites maintenant, un équivalent. Cet avis de chantier n'est normalement plus nécessaire car des règles professionnelles depuis sont sorties en juillet dernier et donc permettent de construire en troisième famille. Et d'ailleurs, je vois une remarque de Laurent Dandre, qui sera donc l'invité du 3 juillet, qui nous dit que tous les acteurs de la construction ne sont pas forcément assurés en technique non courante. Il faut se rapprocher de son assureur. Ma remarque vaut pour les bureaux de contrôle. Donc effectivement, ça, on aura l'occasion d'y revenir le 3 juillet avec Laurent Dandre. Tu spoil un peu, Laurent, mais on t'en veut pas, tu spoil un peu le dernier atelier, mais oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. On pourrait faire des focus, on verra comment on abordera, mais selon si vous êtes à la MAF, à la SMA BTP, etc., chaque assureur a un peu ses propres politiques là-dessus en fonction des artisans ou de la maîtrise d'œuvre. Ok, merci pour ce petit point sur la première contrainte réglementaire. En 45 minutes, c'est assez court, donc on en a pris 3 et on essaie d'ouvrir un peu des pistes et des éléments de réponse, mais sans malheureusement pouvoir rentrer plus dans le détail. On arrive sur un autre frein qu'on a identifié, notamment en phase AVP. Et dans l'analyse technique, c'est peut-on et comment peut-on concevoir des murs sans membrane? C'est une problématique. On parle beaucoup des biosourcés pour leur intérêt, parce qu'aujourd'hui, on est tous et toutes convaincus de leur plus-value dans le bâtiment. Mais il faut aussi être vigilant sur l'environnement de ces membranes, enfin l'environnement de ces biosourcés, et notamment l'utilisation des membranes, des scotch et de tout ce que ça suppose comme matériaux issus de la pétrochimie. Donc l'objectif, c'est de vous présenter un complexe de murs. Ici, c'est donc dans le cadre de la rénovation du Costil. On est sur un mur en briques existant dans lequel on est venu mettre une ossature secondaire en Douglas, dans lequel on va venir projeter un mélange de terre et de chanvre qui va venir comme un remplissage
comme un torchis à l'ancienne qui est beaucoup plus allégé, qui est beaucoup plus isolant. Et l'idée, c'est que ce mélange va assurer un mur monocouche entre l'extérieur et l'intérieur et qui sera support, lui, des enduits. Les enduits, à notre sens, c'est une vraie réponse pertinente à l'utilisation des membranes dans le bâtiment. Dans le temps, l'enduit permet cette étanchéité à l'air, donc il permet d'avoir une étanchéité à l'air convenable, et il permet surtout d'avoir un ouvrage beaucoup plus pérenne, parce qu'on peut retravailler dessus, et il est beaucoup moins fragile par rapport à la résistance au percement sur lequel on a pu tous, quand on prescrit des membranes, être particulièrement vigilant. Et ensuite, il y a aussi un point très important, c'est sa réversibilité, c'est-à-dire qu'un enduit, on peut retravailler dessus, on peut l'améliorer, on peut le corriger, on peut le réparer dans le temps. Et donc, pour nous, l'enduit, c'est vraiment quelque chose qui permet de se soustraire de ce modèle de membrane par vapeur, frein de vapeur et des scotch dont ils dépendent, et d'avoir une approche beaucoup plus low-tech, beaucoup plus résiliente, et à notre sens beaucoup plus durable de la construction, parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus biosourcé. Dans la représentation aujourd'hui, notamment sur le projet du COSIL, on arrive à des rendus comme vous avez sous les yeux. Donc, c'est des murs existants en briques de terre cuite sur lesquels on a projeté un doublage en terre chanvre de 14 cm. Et il y a un enduit enchaussable qui vient recouvrir ces murs et qui permet de ne pas avoir une trace de plastique dans tous les complexes de murs que vous avez sous les yeux. Donc, ça pour nous, c'est vraiment un objectif, c'est de penser biosourcé, mais de faire un peu attention à tout le reste de l'environnement de projet, tant sur les fondations que sur la couverture, que sur les équipements intérieurs et sur tous les panneaux, les plaques, les membranes qu'on peut avoir très fréquemment. Et sans faire gaffe, on se retrouve avec beaucoup plus de plastique que prévu. Alors, je vois qu'il y a plein de questions par rapport à tout ce que tu viens de dire, Mathis. Je pense qu'on pourra peut-être en choisir quelques-unes à la fin, Nelly. Exact. Il y a des réponses à pas mal de choses. Mais là, on va continuer. On garde vos questions pour la fin et on va continuer pour tenir le timing et pas non plus vous prendre à toutes et tous trop de temps. Alors, on arrive sur le dernier point. Il est 12h51. Il nous reste 9 minutes. Nelly, c'est ça pour terminer. Donc, ce dernier point, alors c'est un peu, on était partagé avec Mathis pour le présenter. C'est un peu le point le plus indigeste, on va dire, de la présentation, mais à mon sens, moi, c'est le plus, c'est un des plus importants parce que c'est celui qui est le plus concret. Si on parle littéralement d'armes pour arriver à mener à bien son combat et faire en sorte que l'ambition biosourcée initiale reste jusqu'à la fin. Donc là, on arrive, c'est ce genre de point qui peut être vu en phase pro-DCE, mais encore mieux si c'est anticipé en phase avant-projet. On est sur un ERP, c'est du vécu, un établissement quartier public de 3e catégorie. Donc en l'occurrence, c'était une rénovation, une grosse rénovation d'un bâtiment type centre commercial. Et vous êtes tous allés, j'imagine, dans des centres commerciaux. Et donc, ce qu'on a l'habitude de voir quand on rentre dans une galerie marchande, il y a tous les petits commerces au début, avant le grand commerce. Et chacun de ces commerces, en fait, pour respecter les règlements sécurité, il faut qu'ils soient étanches et isolés du feu d'un commerce à l'autre. Pour pas que, grosso modo, si je mets le feu chez le fleuriste, la boutique de chaussures d'à côté prenne feu aussi. Ce qui est demandé, en l'occurrence dans ce projet-là, c'était d'avoir des séparatifs feu, coupe-feu 60 minutes entre ces cellules. Et habituellement, ce qui est fait, on va dire dans 99,9% du temps, c'est on met des agglos, donc des parpaings de ciment classiques, qui ont cette vertu d'être coupe-feu, mais c'est peut-être leur seule vertu, mais c'est un autre débat. Ou alors on fait des cloisons plutôt classiques, isolées avec une laine minérale. Là, en l'occurrence, sur un centre commercial, il ne faut pas oublier, on parle beaucoup de l'enveloppe, mais des bâtiments comme ça d'une certaine taille, en fait, les lots doublage et cloisonnement, ça représente une masse d'isolant assez conséquente, parfois qui peut même être supérieure à ce qu'on met dans l'enveloppe, y compris en toiture. Donc c'est quand même, intellectuellement, c'est quand même dommage de se dire, tiens, il n'y a pas de solution qui puisse fonctionner et pour respecter les règlements de sécurité. Et bien si, il y en a une, et notamment là, l'image que vous voyez, donc l'idée c'était de faire ces séparatifs et de les justifier au règlement de sécurité, les justifier au feu avec un isolant à base de textile recyclé. En l'occurrence, vous savez, quand en textile recyclé, vous mettez vos vêtements là dans les bennes, le relais Métis, derrière c'est la marque Métis, ils broient vos jeans, etc. et ils en font un isolant biosourcé qui est donc issu du recyclage. Et donc, comment on fait pour faire en sorte qu'un ERP 3e catégorie puisse avoir ses séparatifs feu en biosourcé et comment on fait pour convaincre surtout le bureau de contrôle et en l'occurrence une commission sécurité avec des pompiers qui ne sont pas forcément sensibilisés au biosourcé ou en tout cas qui, voilà, pour eux, et c'est noir ou blanc, et ce qui est logique, le pompier, il faut protéger les personnes, il ne faut pas que ça brûle. Et bien, en l'occurrence, il y a des documents qui existent, qui sont hyper intéressants, qui sont produits par un organe que je pense que vous connaissez tous, qui s'appelle le CSTB.
Le seul problème, c'est le lien entre ces documents issus du CSTB ou autres labos et nous, prescripteurs, architectes, méthodeurs, etc., qui avons le nez dans le guidon. C'est en fait la connaissance de l'existence de ces documents. Et donc là, alors c'est un exemple parmi plein d'autres. Il y a un document qui date quand même de 2018, qui est celui-ci. Alors, on n'a pas le temps de le parcourir ensemble, mais je vous ai mis l'extrait. Grosso modo, ils ont fait des tests pour mesurer, étudier des tenues au feu sur des parois et des planchers isolés en biosourcés. Et comment ils ont fait pour mener leurs essais? Là, ils ont d'abord commencé par tester différentes cloisons avec différents matériaux biosourcés, dont aussi matériaux non biosourcés de la laine de verre. Et en fait, ils se sont rendus compte dans les essais de présélection, et là, j'invente rien, pour moi, c'est une pépite, hein, ce truc-là que je vous montre, mais il ne faudrait pas le montrer à d'autres. Ça va qu'on est entre nous biosourcés, on va dire, compatibles. Si vous lisez la phrase qui est surlignée en bleu, c'est qu'en fait, les essais ont montré que la laine de verre est celle qui avait la durée de résistance au feu la plus courte. Alors, ils ne disent pas pourquoi, mais c'est quand même très intéressant. Et alors, à mon sens, c'est parce que c'est sans doute que la laine de verre a une densité plus faible, généralement, que des laines végétales, comme l'isolant métis qu'on a vu plus haut. Et que même si une isolation végétale est certes combustible, elle n'est pas M0, là, ce qu'on veut, nous, c'est que le feu n'aille pas du local A au local B. Et en l'occurrence, là, la densité des biosourcés est intéressante. Et donc, ce document-là, qui vaut appréciation laboratoire, et ben, en l'occurrence sur ce projet-là, on l'a utilisé pour convaincre pompiers, bureaux de contrôle et faire en sorte que tout ce projet-là soit isolé avec un isolant issu du recyclage. Donc c'est un point un peu anecdotique, mais qui en fait est une arme, littéralement, on pourrait dire une arme normative pour faire en sorte d'aller au bout de la prescription sur un projet de RP qui intègre du biosourcé. Ok, voilà. Merci pour cette pépite du CSTB. Il fallait la chercher, cette petite ligne, mais elle est précieuse. Voilà donc pour les 3 contraintes réglementaires qu'on a un peu identifiées avec Quentin. Une fois de plus, on est un peu désolé, on a 45 minutes ensemble, et donc on brosse un peu les sujets, mais on ne rentre pas plus dans le détail. On va prendre quelques questions. Et avant ça, le prochain atelier, c'est donc le 24 avril prochain. Comment tuer le père avec les 5 piliers de l'architecture écologique. L'idée, c'est de pouvoir réfléchir ensemble sur quels sont les leviers pour pouvoir amener plus de biosourcés dans les projets. Et en fait, ces biosourcés vont changer complètement le paradigme de la construction. Donc, ce sera l'occasion du prochain atelier. Et on vous dévoilera très rapidement qui est la prochaine invitée pour cette occasion. Voilà. Et donc, du coup, on conclut. On a 3 minutes d'avance, Nelly. Donc, merci, oui, merci à... On va pouvoir prendre plus de questions. Merci beaucoup Mathis et Quentin pour vos expertises respectives. Effectivement, donc un petit focus sur le programme. Là, on est dans l'introduction. On a déjà vu qu'il y avait beaucoup de sujets et de problématiques de levée. On se retrouve donc dans un mois pour continuer. Et également, entre-temps, on a un webinaire avec Bois de France le 10 avril. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec les questions. J'ai envie de dire, vous aviez présenté 3 thématiques spécifiques aujourd'hui. Retournons vers les avis de chantier. Une personne demande quel est le coût d'un avis de chantier par rapport à un ATEX. En timing, on sait que c'est moins long, mais en coût... En timing, clairement, ça n'a pas vraiment été un sujet, puisqu'en fait, dans le planning global d'un projet de cette taille-là, on va dire un R+6 avec 100 logements, etc., enfin voilà, ça s'inscrit dans le planning, et donc c'est juste des quelques mails à envoyer en plus et des points de vigilance et un petit peu de dessin. Et après, le coût de mémoire, c'est moins de 10 000 euros. C'est quelques milliers d'euros. En gros, le laboratoire, en fait, il va émettre un premier avis en phase conception. En général, quand vous commencez à avoir soit un APD bien structuré, ou si il n'y a qu'un AVP, à la fin de l'AVP. Et là, il y a un premier avis avec des retours et vous mettez à jour en fonction de ça s'il y a besoin. Et ensuite, il y a un deuxième avis, une deuxième intervention du laboratoire spécialisé sur l'incendie, sur le feu, qui intervient plutôt en phase exécution. Donc, en fait, ce qui est logique, il va vérifier que les plans d'exécution de l'entreprise qui répond au marché, en fait, sont conformes, sont cohérents par rapport à ce qu'il avait visé en conception. Et donc là, il y a un deuxième avis. Il y a un potentiel aller-retour ping-pong entre l'entreprise et le laboratoire et la maîtrise d'œuvre. Et voilà, c'est tout. En fait, c'est pas une énorme mission, et c'est plutôt intéressant parce que on n'a pas du tout l'habitude dans la conception d'un projet d'avoir un organe comme un laboratoire qui sont plutôt des gens hyper compétents sur l'expertise des matériaux, mais qui vont pas forcément aller parce que c'est pas leur métier sur chantier tous les jours et puis étudier des plans de projet. Et donc du coup, ça ramène un peu une compétence en plus et un avis différent qu'on n'aurait pas eu nous sur la manière dont la façade est construite.
Super. Si on continue sur le coût, alors par rapport à une approche globale d'un surcoût projet en biosourcé, c'est une des thématiques et c'était aussi un des freins potentiels dans le questionnaire. Après, on peut se dire le surcoût versus le cycle de vie, la durabilité du bâtiment et le confort. Donc ça, c'est plus une appréciation, nous, d'architectes et d'usagers aussi. On a un peu la réponse, je pense, mais de façon factuelle, quel surcoût vous avez constaté? Il y a des surcoûts, c'est sûr, mais effectivement, ces surcoûts, aujourd'hui, dans la période économique qu'on vit, effectivement, ils sont plus durs à encaisser. On voit qu'il y a malheureusement une récession sur la question des biosourcés. Mais moi, la question du coût, je me la pose en tant qu'architecte, mais aussi en tant que consommateur. Aujourd'hui, ça me semble beaucoup plus normal d'aller acheter une tomate bio qui coûte peut-être plus cher parce que la plante a poussé avec le soleil au fil des saisons. Et donc, c'est un coût que je justifie et que j'essaie de amener auprès de mes clients de peut-être que les matériaux ont un coût et il faut l'assumer. Il faut acheter des produits le plus possible locaux qui ont fait le moins de transport. Et c'est une approche militante, c'est aussi une approche écologique de redonner un coût aux choses et d'arrêter de se faire livrer des matériaux qui viennent du bout du monde parce que c'est moins cher de les façonner outre-Atlantique. Donc pour moi, il y a vraiment une question, avant même de rentrer dans la définition du coût, du pourcentage, du surplus que ça représente, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut consommer et quel monde on veut laisser à nos enfants plus tard. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu botter en touche que de dire que c'est peut-être plus cher, mais on ne peut pas y faire grand-chose. C'est juste une façon de valoriser la ressource, de valoriser d'où elle provient, et surtout les filières qui sont locales et qui doivent pouvoir subsister dans un monde économique ultra-libéral et ultra-mondialisé, quoi. Et ouais, juste pour compléter, Nelly, il y a une façon aussi plus concrète de voir la chose, c'est là je reviens au début de la présentation sur le gisement, la ressource, de la ressource grosso modo née une architecture. Et je sais que nous à l'agence avec Margot et Baptiste, clairement ça nous est arrivé et je pense qu'il y a plein d'agences ou plein d'architectes qui vont pas fonctionner comme ça, mais de se dire ok, on sait qu'on va fonctionner avec ce gisement, avec cette ressource, avec ce biosourcé. On fait la FESA, on fait les premiers chiffrages, on voit oui, ok, peut-être ça sort un peu du cadre financier. Et ben on remodèle l'architecture en fonction. Et en fait, alors là, c'est un autre travail de convaincre. C'est une autre manière de convaincre, de dire on va faire le bâtiment différemment. On va être peut-être un peu plus soft, on va dire, dans l'architecture. On va rationaliser un peu plus. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas mieux faire des bâtiments conceptuellement plus simples plutôt que de se dire, ok, on passe tout en conventionnel, c'est prémur, laine de roche, prémur béton armé, laine de roche. Mais derrière, dans 50 ans, oui, le bâtiment, ok, il passe bien dans une revue d'archi, mais dans 50 ans, ceux qui vont le démonter ou le réhabiliter, en fait, ils n'auront que des matériaux absolument dégueux, littéralement, et dont on ne saura pas vraiment quoi en faire, et dont les filières, à mon sens, de déconstruction, on sera sur de l'enfouissement, littéralement. Donc, il y a vraiment aussi un autre prisme de conception à avoir de l'architecture, qui, à mon sens, là je pars un peu loin, mais on ne nous enseigne pas forcément assez dans les écoles d'archi et dans les écoles d'ingénieurs aussi, pour avoir fait les deux, qui est de construire d'être plus low-tech, en fait, plus économe, tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est aussi un biais d'avoir une approche globale du bâtiment, de la livraison des matériaux, du coup, de leur mise en œuvre et des techniques constructives qui façonnent une architecture, mais derrière, il y a l'utilisation pour les usagers. Et ça, il y a des économies de coûts qui sont énormes, en fait, à les récupérer grâce à l'utilisation des matériaux biosourcés. Et dans un bilan global, en fait, on se rend compte que c'est incomparable. On a vraiment des économies sur l'utilisation, une réversibilité, et surtout, on a la certitude qu'on laisse à nos générations futures une planète qui est un peu plus désirable que celle qu'on est en train de laisser aujourd'hui, quoi. Effectivement, on est bien convaincus de tout cela. Pour continuer sur cette thématique du géosourcé et du local, est-ce que vous avez des difficultés à trouver des entreprises compétentes? Parce qu'effectivement, ce sont des filières où dans le temps, on était compétent puisqu'on en construisait en matériaux biosourcés et locaux. On est parti de cela à faire des constructions béton et autres. Aujourd'hui, c'est un petit peu un retour, mais il y a un besoin de formation et d'être connecté aux fédérations des matières. Je pense au bois, à la terre. Il y a vraiment un besoin d'aller chercher ces artisans compétents aussi par le biais des compagnons ou autres filières d'apprentissage. Ça sera une des thématiques du deuxième atelier. C'est vraiment de qu'est-ce que ça va changer comme paradigme dans l'acte de construire et dans l'acte de faire de l'architecture grâce au biosourcé. Il y a évidemment la ressource première qui est donc la ressource qu'on espère nous le plus issue du monde végétal, renouvelable et qui stocke du carbone et qui a plein de vertus. Mais aussi, une fois qu'on parle de ressources, on va parler des savoir-faire et des techniques derrière qu'il faut employer pour les mettre en œuvre. Et là, c'est vraiment de replacer les entreprises, les artisans au cœur du principe de construction
qui sont, en notre sens, aujourd'hui relégués un peu comme des applicateurs du bâtiment avec des fiches techniques sur lesquelles ils doivent se référer. Et non, en fait, quand on travaille avec des biosourcés, on va transformer beaucoup plus la matière qui vient, une matière agricole, pour la transformer en matériaux du bâtiment. Et cet acte de transformation, en fait, il replace l'être humain, l'homme, la femme, au milieu de ce principe constructif. Et ça permet de révaloriser les métiers du bâtiment qui, aujourd'hui, sont en souffrance. On n'a pas beaucoup d'entreprises qui savent répondre à ce genre de marché. Il y en a de plus en plus dans les filières sèches comme le bois. Il n'y en a pas beaucoup dans la maçonnerie et dans les filières humides. Mais on a bon espoir qu'en revalorisant la matière première, on va revaloriser les savoir-faire derrière et ça permettra d'acculturer des nouvelles entreprises et les former. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un problème. On a beaucoup de chantiers qui ne peuvent pas se faire parce qu'il n'y a pas d'entreprises qui peuvent répondre en temps et en heure à des budgets intéressants. Effectivement, je rebondis, ça fait penser aux jeunes aussi qui ont besoin de considérer que ces filières-là sont revalorisées pour avoir envie d'y aller justement, pour remotiver les jeunes à s'investir dans des filières du bâtiment qui sont souvent délaissées jusqu'à présent. On va continuer sur des questions sur les murs sans membrane, sur les jonctions des enduits avec d'autres matériaux justement. Quand on est multimatière, parce que est-ce qu'on arrive à tout faire en biosourcé ou parfois on est contraint par l'inclusion aussi de tous les réseaux électriques, d'avoir quand même du BA13, d'avoir d'autres choses qui interviennent et qui polluent, mais malgré tout, il faut travailler avec. Dans cette question des biosourcés, de leur mise en œuvre, il y a aussi une question qu'on n'a pas mis en place dans les freins, mais auquel je pense là maintenant, c'est la question du temps de chantier. En fait, c'est fondamental de réenvisager la façon dont on construit dans une approche un peu long-termiste. Quand on travaille avec des enduits ou des supports, il faut prendre le temps que ça sèche. Et aujourd'hui, ces temps de séchage, ils permettent de faire des jonctions entre les matériaux qui permettent dans le temps de ne pas craqueler, de ne pas fissurer. Donc, c'est vrai que de construire avec des biosourcés, c'est aussi une façon de reconsidérer notre besoin d'urgence de livrer un bâtiment, mais c'est aussi peut-être de prendre le temps que les matériaux se mettent en place, de faire une couche d'accroche, de revenir 6 mois plus tard peut-être pour faire un enduit de finition et assurer une bonne étanchéité à l'air. Mais c'est vrai que, en gros, le temps qu'on va gagner en mettant des scotch, c'est le temps qu'on va perdre sur une échelle beaucoup plus long-termiste. Donc, nous, on est plutôt d'avis de se dire qu'il faut prendre le temps que le bâtiment se stabilise, que les matériaux se mettent en place les uns par rapport aux autres et d'éviter d'avoir des silicones ou des membranes. Et que le temps faisant, on pourra faire des étanchéités et des jonctions entre les matériaux qui sont propices et qui sont performantes. Ouais. Ça, on va dire, c'est la vision idéale. Hein, et c'est là où on se complète un peu dans nos discours, vous l'avez peut-être senti avec Mathis. Sur un chantier comme celui que je vous ai présenté juste avant et puis celui de l'introduction, l'immeuble, là forcément au jour d'aujourd'hui il y a des notions de planning et il y a des notions d'avancement de chantier qu'il faut respecter parce que derrière il y a une logique économique tout simplement. Et donc en effet, même si les enduits, on va dire sur une surface courante, des enduits terre-sable, terre-chanvre, chaux-chanvre, etc., ça gère l'étanchéité à l'air sans problème. C'est ultra, pour moi c'est le must, c'est le produit le plus excellent en termes de pérennité dans le temps quand on veut parler d'étanchéité à l'air et de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau aussi pour la partie régulation de l'humidité parce qu'on a les deux. Et là, on a vraiment des matériaux qui peuvent gérer les deux et qui le gèrent dans le temps sur des décennies, même si on vient planter un clou avec un cadre dedans. Par contre, pour respecter la logique d'avancement de chantier, le planning, etc. au jour d'aujourd'hui, là, en effet, aux jonctions, il y a des produits qui sont plutôt conventionnels. À ma connaissance, il n'y a pas de produits non conventionnels, mais on n'est pas sur de la bâche plastique, mais on est plutôt sur des matériaux type adhésif, trame. On sait que ça va marcher le jour J pour le test d'étanchéité à l'air, ça marchera dans les quelques mois qui suivent. Après, la pérennité dans le temps, c'est ce que disait Mathis. Là, on n'a aucune garantie. Mais au moins, on a la garantie que tous les mètres carrés et la surface courante du bâtiment, on est sur quelque chose. Il n'y a qu'à voir les enduits à la chaux qui sont encore présents sur nos bâtis anciens. Il y en a, ils ont plusieurs centaines d'années et clairement, ils peuvent encore faire le job. Exact. Si on parle fondation, tout à l'heure, vous avez montré un exemple avec des pieux en robinet, donc dans des techniques ancestrales. Il y a quand même, sur certaines typologies de projets, des besoins de fondation en béton. C'est un vrai sujet, la fondation, parce que là, c'est des quantités énormes qu'on utilise, mais parfois, on ne peut pas faire outre. C'est clair. Effectivement, c'est une question. On ne veut pas non plus être ayatollah au sens de interdire toute utilisation du béton de ciment, mais d'utiliser de façon très raisonnée, au minimum, et dans les cas où on se pose des questions où on n'aurait pas le choix de s'en passer. Mais en fait, on se rend compte, si on regarde le bâti ancien, qu'il y a des villes entières qui sont bâties sur des pieux de bois, que ça marche très bien et que ça fonctionne peut-être encore mieux que le béton de ciment aujourd'hui qu'on prescrit dans tous les sens et que c'est peut-être beaucoup plus durable pour des fondations.
Donc aujourd'hui, faire des fondations en peu de bois, effectivement, c'est un acte assez engagé qui nous a valu quelques nuits blanches d'inquiétude sur est-ce que ça va tenir ou pas. Mais en fait, le retour d'espérance sont là, et ils sont présents. Il suffit d'aller fouiller un petit peu dans les fondations de Notre-Dame de Paris, de Nantes, de Venise, de Rotterdam, de plein d'endroits en fait qu'on pratique au quotidien. Et on se rend compte que ça marche beaucoup mieux et qu'il vaut mieux être sous le pont du Gard que être sous le pont de Gênes, par exemple, qui, il n'y a pas longtemps, s'est effondré. On ne sait pas si c'est la qualité des bétons, mais en l'occurrence, sur la durée rapide dans le temps, on est assez certain de ce qu'on présente. Il y avait une question particulière sur la référence de votre document feu qui a intéressé beaucoup de monde. C'était la slide. C'était pas gagné. Ça me rassure moi et ça rassure aussi. Ça me conforte moi et ça rassure Mathis. La référence, faut reprendre le nom. Alors, j'ai plus le nom exact en tête, mais vous pourrez la communiquer ultérieurement. C'est un document, c'est public, hein, c'est sur le site du TSTV que vous le retrouvez, mais il y a plein de pépites comme ça. Quelqu'un devait vouloir s'en servir juste après la vidéo, c'est pour ça. Voilà, donc. Ok, retrouvez, on vous communiquera par un autre biais. Ouais. Il y a aussi la question de la rédaction des CCTP. Alors ça rejoint peut-être le module qu'on va faire sur la commande publique, parce que effectivement, on peut pas prescrire des marques ou autres, mais en tout cas, c'est orienter les CCTP pour plus de biosourcés. Alors, il y a des terminologies quand même de description qui vont fortement orienter et qui feront que la réponse devra être dans cette typologie de matière. Mais quand même, c'est un jeu d'écriture assez fin à avoir. Ouais, sur l'exercice, littéralement ce qu'il faut mettre ou ne pas mettre dans un CCTP. Alors déjà, il y a deux sujets. Est-ce que je suis en marché public ou est-ce que je suis en marché privé? Donc en marché privé, on va dire que là, c'est assez souple et on peut littéralement décrire ce qu'on veut voir sur le chantier. Parce que si je monte un bâtiment de bureau à côté d'un site agricole où je sais que je peux avoir des bottes de paille et qu'il y a la filière pour, là, ça a tout son sens et je le fais, je le prescris, je suis pas embêté. En marché public, c'est un peu plus délicat. Il y a des astuces, entre guillemets, avec les fameux ou équivalents que tout le monde connaît. Mais c'est clair que c'est un peu plus délicat en marché public. Là, on est soumis malheureusement à la réglementation. Et s'il y a du chanvre qui doit venir ou de la paille qui doit venir d'un autre pays d'Europe, en fait, ils ont le droit. Ils ont le droit d'arriver sur le territoire à partir du moment où ils respectent le cahier des charges des règles pro-paille ou des règles pro-chanvre pour ces deux exemples-là. Mais pour des extraits de CCTP, effectivement, il y a des formations qui existent, filière paille et filière champ, qui permettent aussi d'avoir accès à CCTP, des exemples un peu types qu'on peut après copier-coller ou s'inspirer directement. Donc, il y a des CCTP qui existent. C'est vrai que j'ai vu dans les commentaires, il y avait il y a eu des commentaires sur ce que vient de dire Mathis, sur la disponibilité de ces formations pro-paille, pro-chanvre, sur la terre et autres. Il y avait aussi des commentaires, je ne sais pas si tout le monde les a vus, sur la ressource en artisan. On a dit que c'était un des freins en entreprise, ressources entreprise, mais il y a quand même des annuaires qui se montent en région. En Nouvelle-Aquitaine, il y a un annuaire qui se montre sur ce sujet-là. En Pays de Loire, que je connais mieux parce que c'est là où je suis basé, il y a un annuaire sur les biosourcés où on trouve des négoces, des entreprises, des architectes, des artisans, etc. Donc ça commence timidement à naître dans les régions, mais ça commence à arriver. Après, je ne vous garantis pas que vous aurez 3-4 entreprises à répondre, mais voilà. Après, il y a des astuces. Il y a quand même des astuces pour arriver à contourner ça. Oui, de passer par le biais des fédérations, surtout des fédérations de matière, ça aide beaucoup. Il y a du géosourcing, il y a des mappings qui se font pour trouver les matières, mais également pour trouver les entreprises compétentes. Peut-être une question sur l'usage du BA13, des gens qui voudraient bien s'en passer, notamment dans le logement collectif, quand il y a des directives particulières sur le feu, l'acoustique. C'est vrai qu'on a parlé plus du feu, mais il y a l'acoustique aussi à gérer. Ouais. Est-ce que vous avez des solutions autres, disons, que du BA13 classique pour ces contraintes feu et acoustique dans le collectif? Dans le logement collectif, il y a des réglementations. L'acoustique, c'est littéralement une réglementation. Ça peut aller au pénal derrière, quoi. Donc, il faut respecter et il faut surtout prouver dès la conception qu'on a des choses qui marchent. Et là, c'est un des freins qu'on aurait pu, un des freins techniques, en fait, ce serait le frein technique qu'on avait identifié un peu plus haut. C'est aujourd'hui les filières, elles apportent des réponses en l'occurrence sur l'acoustique, mais il n'y a pas encore assez de réponses. Je retourne là, je vous dis en toute transparence, le projet d'immeuble R+6, façade préfabriquée, etc., qu'on a vu, qui est superbe, c'est de la plaque à l'intérieur. Moi, j'aurais rêvé que ce soit de l'enduit, mais c'était impossible en l'état actuel des connaissances à l'époque de se passer d'une plaque. Alors que
dans la pratique, je suis convaincu qu'il n'y en a pas besoin. Mais on a mis une plaque parce qu'il y a un PV dessus acoustique et que du coup, l'acousticien, le bureau de contrôle et puis toute l'équipe de maîtrise d'œuvre était rassurée et savait que ça allait fonctionner parce qu'il y avait un procès verbal. Donc là-dessus, il y a un vrai travail et ces problématiques que nous, on a identifiées, c'est pour ça qu'avec Mathis, on garde un pied aussi dans les filières. C'est pour aussi transmettre ces retours d'expérience et faire avancer ces sujets pour que les autres prescripteurs ne soient pas bloqués aussi. Exactement. Mais écoutez, on est top au niveau du timing. Par contre, effectivement, on n'aura pas pu répondre à toutes les questions. Donc, on continue à vous suivre sur le LinkedIn. Et puis, effectivement, le rendez-vous du 24 avril pour continuer ensemble. Merci de votre participation à tous. On est heureux d'avoir eu ce débat ce midi. Et puis, continuons à faire évoluer les choses. Trop bien. On y va. Merci Nelly. Et puis merci pour votre participation à toutes. C'est cool. Oui, merci Nelly. Trop bien. Bonne journée. À bientôt.